Il y a trois choses qui me frappent dans ce jugement, dans le texte du jugement. Première chose, il n'y a ni enrichissement personnel, ni emploi fictif. Donc ça, c'est quand même le cœur. S'agissant donc de Marine Le Pen. S'agissant de Marine Le Pen. Mais des autres aussi. Des autres. S'agissant de Marine Le Pen et des autres députés du Rassemblement national, aucun enrichissement personnel, écrit le jugement, et aucun emploi fictif. Donc la question... de contrat fictif. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait quelque chose qui n'était pas ce qu'il fallait faire. Alors, je lis une phrase dans le jugement qui dit que ce qu'on leur a fait faire est d'autant moins acceptable que Madame Le Pen et son parti sont hostiles à l'Union européenne. C'est écrit en toutes lettres. Mais alors ça, c'est dans ce qui le jugement. justifie l'inéligibilité provisoire. Et pour ce qui est de l'inéligibilité en conclusion, le juge invente un nouveau concept, celui du trouble manifeste à l'ordre public démocratique. C'est-à-dire qu'il est écrit, si elle est candidate, elle va être élue. C'est un trouble manifeste à l'ordre public démocratique. Ce n'est donc pas elle qui crée le trouble, mais le peuple français qui a l'intention de l'élire, selon les députés, c'est-à-dire que ça correspond exactement à la consigne du syndicat de la magistrature, faire tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher les membres du Rassemblement national d'accéder à quelques postes éligibles que ce soit. Mais Madame de Pertuis n'est pas syndiquée au syndicat de la magistrature, j'en suis persuadé. Alors, non, c'est une macroniste. En tout cas, ça fait, très ferme. Penser à Donald Trump. Gilles Casanova, vous en pensez quoi de tout ça ? Est-ce que c'est une réponse lucide aux excès du libre-échange mondialisé, le protectionnisme ? Les dirigeants américains se sont rangés derrière les 200 milliardaires qui, à eux seuls, possèdent la majorité absolue de la fortune sur Terre. Et ils se sont rassemblés autour des gens de Davos, si on veut aller vite. Et ils ont pensé, derrière Soros, qu'en faisant une société liquide dans laquelle on abat les frontières et il n'y a plus que des individus isolés face à une quinzaine de monopoles mondiaux, on va résoudre les guerres, le problème de la domination, le problème des sociétés. Alors, ils ont lancé cette globalisation néolibérale il y a maintenant quelques décennies, et ce que Trump et le peuple américain ont vu, c'est que ça a eu deux vainqueurs. Un, la Chine, 2, l'Inde. Et 2 vaincus, les États-Unis, l'Union européenne. Ça a détruit le tissu social aux États-Unis, détruit le tissu social dans l'Union européenne, enrichit extraordinairement les milliardaires américains et ceux de l'Union européenne. Vous avez en tête que les 500 Français les plus riches ont 200 milliards en 2000, 576 milliards quand Macron est élu, 1228 milliards à la fin de l'année dernière. Donc là, vraiment, c'est une explosion. Sauf que les sociétés, elles, se décomposent. Or, ce que Trump a compris, Trump et son entourage, c'est que ce qui fait la force d'une société, c'est sa capacité de cohésion. Si vous avez 25 Bernard Arnault en France et une société qui a 5 morts chaque nuit par des règlements de compte entre trafiquants de drogue qui tiennent le pavé et les rues, tandis qu'on empêche la seule personne qui pourrait l'emporter pour changer un peu les choses de se présenter, vous comprenez bien que votre pays peut aller nulle part, même si vous avez un guignolo qui vous dit qu'il va aller sur le front en Ukraine avec le guignolo Zelensky qui, lui, vient du monde du spectacle, au moins c'est clair. Alors, Gilles Casanova, et ensuite... Mais Trump est un modèle formidable, car il dit on peut être dirigeant d'un pays et aimer son pays, aimer son peuple et le défendre. Ah, ça, c'est quelque chose de nouveau. Excusez-moi. En France, c'est un produit qu'on n'a pas. Bah, le RN, c'était un peu les Français d'abord, quand même, à un moment donné. Comment ? Maintenant, c'est longtemps. Mais l'Europe d'abord. C'est un produit qu'on n'a pas en tant que chef d'État. Je ne parle pas des oppositions. Mais il montre que le retour, c'est le retour des peuples.
Car si Trump a été élu, c'est parce que le peuple américain a voulu élire Trump. Alors maintenant, sa façon d'être, etc., tout ça, on peut juger que c'est un peu vulgaire vu d'ici. Ça plaît aux Américains. Ils l'ont élu. Sinon, ils auraient élu cette dame tellement bien, dont le monde vous disait qu'il était certain qu'elle serait élue, puisqu'elle cassait un œuf d'une seule main. Et regardez ceux qui avancent dans le monde. Le Chinois Jinping, le Russe Poutine, Trump, sont des gens qui défendent leur pays. Parce que l'histoire du monde, c'est l'histoire de nations qui se donnent des dirigeants pour se défendre et pas des dirigeants pour les détester et leur dire qu'elles sont 4 fois criminelles contre l'humanité. Alors, là, Gilles Casanova qui est resté bien patient. On ne peut pas comprendre le monde avec les mots de l'adversaire. Avec les mots de l'adversaire, on ne peut comprendre que ce que veut l'adversaire. Quand vous parlez de protectionnisme, c'est le diable présenté par les libre-échangistes, par les néolibéraux. Le protectionnisme, c'est une condamnation par nature. Il n'y a pas de protectionnisme. La question est, est-ce qu'il y a entre les nations, entre les grands groupes économiques qui ont des niveaux commerciaux, économiques comparables, des écluses à installer pour que les riches des pays pauvres ne deviennent pas plus riches et les pauvres des pays riches ne deviennent pas plus pauvres. Sans écluse, c'est ce qui se passe. Donc, il ne s'agit pas de protectionnisme. Il s'agit de revenir à un esprit du commerce entre les nations et entre des groupes de nations qui ont le même niveau économique et social. C'est cela qui est nécessaire. Si vous mettez au même niveau ceux qui sont payés un bol de riz et 3 coups de bâton et ceux qui ici ont la sécurité sociale, vous aurez ici un chômage de masse. L'affaire est écrite. Alors le protectionnisme, c'est le mot vilain pour dire voilà, c'est vilain, c'est le protectionnisme. Non, c'est pas le protectionnisme. C'est une manière raisonnée de commerce international. Un autre mot, c'est le mot dictature. Alors je vous mets au défi de me dire, je vous mets au défi de me donner un moment dans l'histoire russe qui ait été plus démocratique qu'aujourd'hui. Y a-t-il un moment dans l'histoire russe où les Russes aient eu plus de démocratie? Y a-t-il un moment dans l'histoire chinoise où les Chinois aient eu plus de démocratie? Il y a des civilisations qui produisent des manières de diriger qui ne sont pas les nôtres et qu'on ne considère pas à juste titre comme une démocratie. J'en suis d'accord. Mais dire que les dirigeants ne sont pas l'expression de leur peuple, allez regarder en Russie, si Poutine est minoritaire, en Chine, si Xi Jinping est minoritaire, en France, si Macron est minoritaire. J'aimerais par exemple tout à l'heure, Gilles Casanova parlait de Zelensky. Zelensky semble craindre un désengagement occidental, mais Trump ne se pose-t-il pas finalement la vraie question? Combien de temps est-ce qu'on peut continuer une guerre sans solution de paix? Je veux bien sûr parler de la guerre en Ukraine. Zelensky qui a accusé Trump de faire le jeu de Moscou. Est-ce qu'on peut véritablement reprocher à Trump de vouloir éviter cette guerre qui s'enlise quand d'autres semblent s'en accommoder? Trump est un Américain. Les Américains aiment bien le jeu et les Américains, ils savent gagner, ils savent perdre. Trump, il prend sa perte. Il se rend compte qu'ils ont perdu en Afghanistan, qu'ils ont perdu dans l'idée du roll and back contre la Russie, en avançant leur base militaire de 5-10 kilomètres tous les ans, puis de 50 kilomètres tous les ans. Ils arrivent à un moment où la Russie dit « Maintenant, ma vie est en jeu, alors je bouge ». Et vous voyez que les Américains, même avec leurs amis européens qui sont si forts, n'arrivent pas à tenir le choc et la Russie est en train de gagner complètement sur le terrain. Donc Trump, il dit « Si je ne prends pas ma perte, je ne peux pas revenir, je ne peux pas regagner. L'Amérique ne sera jamais grande si elle ne reconnaît pas qu'elle perd quand elle perd. » C'est tout à fait logique. Maintenant, est-ce que c'est notre intérêt à nous? C'est pas son problème. Il défend son peuple et son pays. Si nous, on avait quelqu'un qui défendait le peuple et le pays, on pourrait discuter, dialoguer et voir comment, entre ses intérêts et nos intérêts, il y a moyen d'aller ensemble. La diplomatie, c'est l'histoire, dans l'histoire du monde, c'est des grandes nations, et des plus petites, mais qui agissent selon leurs intérêts. Et on a créé une innovation
avec l'Union européenne, c'est une grande entité qui agit contre l'intérêt des peuples qui la composent. Alors ça déstabilise complètement le jeu international. Mais à un moment donné, on arrive au fait que les Russes et les Américains sont pour la paix, et au milieu, vous avez les toutous habituels qui, là, d'un coup, disent « Non, 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 on est des grizzlies, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre ». Mais évidemment, ça ne va nulle part et ça ne donne aucun sens. Jules Casanova. Si on veut comprendre la politique quotidienne, il faut parfois essayer de prendre de la hauteur et de regarder les civilisations. Dans l'histoire du monde, c'est l'Europe qui écrivait l'histoire du monde. On découvre l'Amérique. On ne découvre pas l'Amérique. Il y a des gens qui vivent là-bas. Ils sont des centaines de milliers. Ils sont des Incas. Ils sont des Indiens du nord de l'Amérique. On ne découvre pas. Si. L'histoire du monde découvre l'Amérique quand Christophe Colomb, européen, découvre l'Amérique. L'Europe écrit l'histoire du monde. Et puis, basculement, dans les 50 dernières années, l'Europe a cessé d'écrire l'histoire du monde. L'histoire des technologies, elle se fait outre-Atlantique, elle se fait en Chine, elle se fait au Japon. L'histoire des populations, elle se fait en Inde, elle se fait en Afrique. L'Europe, qui avait en commun, des gens comme Erasme et quelques autres ont beaucoup circulé en Europe, elle avait en commun la puissance d'écrire l'histoire du monde. Ils étaient très différents les uns des autres, mais ils avaient ça en commun. Quand ils ont perdu cela, il ne leur reste rien. Et alors, ce que décrit François Asselineau sur toutes les différences, ça éclate évidemment de tous les côtés. À partir du moment où on n'est plus le cœur battant de la civilisation, toutes les spécificités sont ce à quoi on va se raccrocher. Et donc, quel est notre problème ? Les gens ne font plus d'enfants parce qu'ils ne voient plus d'avenir. En termes de civilisation, c'est pour ça qu'ils ne font plus d'enfants. On leur pourrit bien la vie avec le réchauffement climatique, etc. etc. Parce qu'on leur fait peur. Envie d'en faire, on leur fait peur toute la journée. On leur dit qu'ils vont mourir par le réchauffement climatique. On leur dit qu'ils laissent allumer le bouton rouge de leur télé, c'est la preuve que leur égoïsme va tuer le monde. Que Vénus et Mars se réchauffent aussi, c'est bien la preuve que ces gens-là que les Martiens et les Vénusiens roulent au gazole, ça c'est sûr. Et on leur fait peur avec les virus. Ils allaient mourir tous du Covid et ils vont mourir demain de la grippe de la tomate et de la variole du singe. Il ne reste plus aux gouvernants pour gouverner que la peur et la terreur. Le seul problème, c'est que la peur et la terreur, ça fait baisser drastiquement le nombre d'enfants. Interrogez, regardez, faites des études psychosociologiques, c'est très net. Quand vous avez en plus des lois, comme en France, qui aident vraiment pour faire des enfants à partir du 4e et du 5e, c'est-à-dire pour des populations qui, en général, viennent hors de l'Europe, vous avez le cocktail dans lequel on est et on nous dit « Ah si on n'a pas l'immigration, comme on ne fait pas d'enfants, on est cuit ».